5, 4, 3, 2, 1, 0. Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour et bienvenue en direct du studio du 147 pour un nouvel épisode d'Écoutons le futur, le podcast produit par Capgemini qui permet de mieux comprendre l'impact des technologies et de s'orienter dans un monde qui accélère et qui se transforme. Nous allons parler dans ce numéro des produits du quotidien qui ont bien changé et notamment dans la cosmétique. Le consommateur est soumis en permanence à des injonctions contradictoires jusqu'à s'y perdre dans ses choix de consommation. Et les fabricants tentent de résoudre une équation qui paraît presque impossible. Comment concevoir un nouveau produit pour le rendre à la fois désirable, durable et peu onéreux? Ou encore, en quoi la technologie peut servir cette conception low impact? Écoutons le futur, une émission présentée par Valère Coréard. Pour parler de ce sujet passionnant, je serai avec Antoine Rigaud, vous êtes directeur des opérations de 900 Care, et Guillaume Lascourège, directeur développement responsable de Clarins. Bonjour à vous deux. Alors, sur fond de surconsommation, de limites aussi dans notre capacité à utiliser les ressources naturelles ou de crise climatique, une idée fait son chemin. Est-il possible de consommer autrement? Par conséquent, on peut se demander à quoi ressembleront les produits de beauté du futur, comment les rendre désirables, durables, low impact, peu onéreux et adaptés au goût des consommateurs. Concevoir ce type de produit est-il d'ailleurs une équation impossible pour les entreprises? Et selon une étude conduite par Havas sur le commerce de demain, 77% des Français imaginent qu'ils auront éliminé de leur consommation les produits ne respectant pas l'environnement en 2030. Antoine Rigaud, vous êtes directeur des opérations de 900 Care. Selon vous, qu'attendent-ils exactement de la part des entreprises? Bonjour Valère. Moi je pense que a priori les consommateurs attendent avant tout des produits qui soient pas contraignants dans leur consommation. C'est-à-dire que historiquement on a pu avoir des produits responsables qui étaient aussi moins efficaces ou plus difficiles à utiliser. Et aujourd'hui, pour que les 77% d'intention que vous venez de mentionner se transforment en véritable acte d'achat, ce qui est toujours la difficulté dans ce genre de sondage, les consommateurs attendent des produits qui ne changent pas leur habitude de consommation. Donc qui soient aussi efficaces, qui moussent autant, qui soient aussi parfumés que les produits habituels. Ils veulent un peu tout finalement, le même confort qu'avant, mais que ce soit plus durable. Tout à fait, c'est ça. Et aussi au même prix. Parce que aujourd'hui, surtout dans le contexte qu'on connaît tous, c'est un vrai enjeu de concilier responsabilité et pouvoir d'achat. Guillaume Lascourège, vous êtes directeur développement responsable du groupe Clarins. Je vous ai vu dire oui avec la tête. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est vrai, bonjour. Je rejoins ce que dit Antoine, avec aussi cette volonté du passage à l'action, elle est là. Et ensuite, la façon dont le consommateur pourra faire ce passage à l'action, c'est qu'il faut qu'il ait l'information. Ce qui manque aujourd'hui, et on le voit nous dans notre segment du luxe, les recharges ne décollent pas. Quand on a des produits qui sont rechargeables, le consommateur ne fait pas cet acte d'achat. Alors parfois, ils ne sont pas forcément visibles aussi, les produits. Donc la mise en avant est importante, mais le discours, l'accompagnement, la pédagogie, on a aussi parfois cette fameuse pyramide des messages où on va parler de l'efficacité, à quoi sert le produit, etc. Et puis quand on arrive tout en bas de la pyramide, c'est pourquoi il y a un avantage social, environnemental, qui pourrait amener le choix ou l'éclairage du consommateur pour ensuite basculer sur cet acte d'achat. Dans les études que vous faites justement, vous constatez des dissonances dans les comportements d'achat? Alors ils ont effectivement, comme le sondage que vous évoquiez de Havas, de vraiment se dire très engagés. Par contre, on constate réellement une schizophrénie importante. En plus, dans un produit de beauté, il y a un exercice d'achat un achat qui est très égotique. C'est un produit pour soi. Et ce qu'on va rechercher, c'est vraiment un plaisir associé à une attente d'efficacité, de bien-être. Et on se retrouve finalement à avoir des consommateurs qui vont transiger sur des critères qu'ils avaient dictés au début, et ils se retrouvent finalement à oublier une partie de leur cahier des charges qu'ils nous annoncent comme étant essentielle. Antoine Rigaud, vous êtes directeur des opérations de 900 Care, vous parliez du prix tout à l'heure. Est-ce que c'est possible d'être responsable sans se ruiner, ou alors on nous fait prendre des vessies pour des lanternes? En tout cas, d'un point de vue industriel, c'est un vrai engagement qui est nécessaire aujourd'hui de la part des marques pour proposer des produits écologiques au même prix que les produits traditionnels.
parce que les filières sont encore peu organisées, les matières premières coûtent encore plus cher pour ces produits-là. Ce sont des investissements industriels qu'il faut faire en plus, qui sont parfois moins optimisés que les investissements historiques. Et donc ça demande un vrai engagement en amont de la part des marques pour proposer ce genre de produit. Et ensuite, d'un point de vue du consommateur, consommer de manière responsable, c'est avant tout consommer moins. Donc la consommation responsable est par essence intéressante d'un point de vue du pouvoir d'achat pour le consommateur. Ça, c'est intégré par le consommateur, vous pensez, cette idée du moins ? Je pense qu'en tout cas, parmi les 77% des répondants, on pense que c'est la vraie source de la schizophrénie qu'évoquait Guillaume. C'est ce retour à l'essentiel, ce retour l'abandon du superflu, de la consommation immédiate, qui est encore très compliqué aujourd'hui à saisir et à capter sur le marché. En même temps, c'est pas évident pour un consommateur parce que les marques lui proposent aussi en permanence des nouveautés et créent des envies. Il y a aussi ce modèle qui sans doute le pousse. Guillaume Lascourège, directeur développement responsable de Clarins. Clarins, c'est pas de l'entrée de gamme, mais le prix en même temps, parfois, c'est aussi une balise. Ça peut être un gage de confiance. Faut pas être trop peu cher non plus. Alors ça participe peut-être effectivement à un effet de réassurance du consommateur en se disant que le prix contient notamment toutes les exigences que va attendre le consommateur sur la qualité, sur l'efficacité. Et si on bascule sur le volet social et environnemental, je pense qu'il faut se le dire très honnêtement, ça sera plus cher. La qualité sociale et environnementale, elle a un prix. Elle va être associée potentiellement dans la partie sociétale à comment on paye les gens dans notre chaîne de valeur. Les plantes qui les ramassent, est-ce que demain ils seront toujours là s'ils ne sont pas payés correctement ? Et c'est pareil pour ensuite toute la partie environnementale des impacts. Si vous avez vos usines comme nous qui sont uniquement en énergie renouvelable, l'énergie est plus chère. Si vous avez décidé d'utiliser des matériaux recyclés, ils sont plus chers que le vierge. Donc tous ces éléments-là renchérissent le prix et se retrouvent finalement à devoir être répercutés. Ou en tout cas, le consommateur doit participer à cet effort d'amélioration de l'impact. C'est peut-être plus simple quand on vise des gens qui ont les moyens d'acheter des produits plus chers, non ? D'augmenter un peu en le justifiant par la durabilité, non ? On a effectivement une adhésion qui sera plus facile. Après, et ça fait, je pense, même partie du contrat, puisque nos consommateurs disent à ce prix-là, vous êtes censé avoir tout bien fait. Et je les comprends. Mais c'est vrai que sur ce segment de prix, ça permet de se dire que le consommateur va accompagner ce mouvement de payer le bon prix, le juste prix, qui est aussi sociétal et environnemental. Tiens, Antoine Rigaud, j'ai envie de vous faire un petit peu de science-fiction, ou pas justement. Dites-moi, on est en 2030, on fait nos courses dans de gigantesques magasins, ils sont pensés autour de l'expérience client, on essaye nos vêtements dans des cabines d'essayage interactives, on reçoit des coupons de réduction selon notre profil génétique. Possible ou science-fiction, on est en 2030 ? Possible, bien sûr. On voit que les technologies commencent à arriver sur le marché. Après, se pose la question de l'adoption. Est-ce que c'est ce que veut le consommateur et dans quel but, quel est finalement le service final qui lui est rendu ? Ce sera tout l'enjeu. On voit par exemple sur d'autres industries que la nôtre, mais sur le textile, on parle beaucoup de cabines d'essayage virtuelles depuis plusieurs années. Et malgré tout, c'est des choses qui ne sont pas encore arrivées sur beaucoup de sites internet. Donc, se pose toujours la question de à quel point l'innovation est poussée versus vraiment demandée par le marché. Et toutes les innovations que vous avez citées paraissent toutes souhaitables, mais ne seront peut-être pas toutes adoptées demain. Oui, Guillaume Lascourège, chez Clarins, vous avez comme ça une vision dans les 5, 10, 15 ans, vraiment de fortes innovations, notamment là, je parlais très consommateur centré. Alors l'innovation dans la maison, elle doit être au service du consommateur. Si c'est pour amener un wow effect et pour attirer le consommateur, on n'a pas d'intérêt. Si demain, effectivement, on voit arriver des miroirs connectés pour tester des nouveaux maquillages qu'on pourrait apposer à un fond de teint, c'est-à-dire etc. ça, expliquez à quoi vous pensez. On a des miroirs qui sont aujourd'hui capables de projeter en fait comment on va pouvoir faire une routine de maquillage avec un fond de teint, avec un mascara, etc. et qui proposent des variations de teintes. Donc on commence à voir arriver ça. Après, derrière, vraiment, la particularité, on a toujours besoin de cette proximité du consommateur pour comprendre ce dont il a besoin et justement lui proposer le bon produit, pas plus ce dont il a besoin, si on pense cet exercice de sobriété. Donc ces outils-là sont importants, et même typiquement le schéma de 900 Care, d'avoir cet abonnement-là, on a besoin de la connaissance finalement du consommateur, de ses habitudes. Donc ça veut dire qu'on doit prendre plus de données
pour lui apporter finalement le bon produit dont il a besoin au bon moment. Donc il faut aussi avoir trouvé ce curseur à le placer correctement, que le consommateur consente à partager ces informations-là. On sait qu'aujourd'hui, les données personnelles sont une information importante, chère, et qu'il faut aussi protéger. Et donc jusqu'à quel point il nous donne une information qui permettra aussi potentiellement de jouer sur l'apport du bon produit au bon moment. Ce que vous dites, Guillaume, c'est que les évolutions possibles, cette prospective-là dont on parle, il faut la prendre avec des pincettes parce qu'il y a malgré tout une forme de méfiance qui monte chez le consommateur, une vigilance peut-être ? Alors, on a été, je pense, toutes les industries un peu trop gourmandes sur l'usage des données personnelles, notamment. Et puis, les grands réseaux sociaux, finalement, ont amené cette pente glissante qui était problématique. Donc, effectivement, il faut aussi mesurer ce qu'on va utiliser comme élément. Ce qui est particulier aussi, c'est qu'on est dans un secteur où l'économie de fonctionnalité n'est pas forcément évidente. On n'a pas un produit, un device qui va être utilisé. Alors nous, on a aussi une petite sœur comme Mark Maiblen qui a un masque LED qui a été travaillé, qu'on sera capable de réparer. Donc on a pensé son éco-conception. Donc on peut développer certaines choses qui sont du domaine de l'économie de fonctionnalité, mais après nos produits, c'est sur la peau. On ne va pas pouvoir finalement faire un usage long de ces produits-là. Chez 900 Care, vous avez, vous aussi, vous commencez à penser à des nouveaux services qui vont évoluer à court ou moyen terme, des nouveautés comme ça, de l'innovation ? Oui, notamment quelque chose qu'on a mis en place dès le début de 900 Care, et qui est l'abonnement sur des produits de grande consommation. On pense que c'est une lame de fond du marché qui va continuer à grandir. Parce que notamment le service rendu au client est plus important, il n'a plus à se soucier de remplir ses stocks. C'est quoi ce service ? Expliquez-nous en quelques mots. En fait, un nouveau client, quand il arrive chez 900 Care, il va par défaut avoir un abonnement, et donc il va recevoir à intervalles réguliers ces produits d'hygiène, donc le dentifrice, le gel douche, le déodorant et toute la gamme qu'on propose potentiellement. Donc selon ses habitudes de consommation, le nombre de personnes qui sont à consommer dans le foyer, il peut régler, comme bon lui semble, la fréquence de renouvellement. Et la plupart de nos clients nous disent que c'est une vraie charge mentale qu'on leur a réduite, parce qu'on a tous eu l'expérience d'un dimanche soir, plus de dentifrice, devoir courir à la supérette. Ça tombe souvent les dimanches soirs, ça. Exactement, toujours dans ces moments-là. Et c'est vrai que le service d'abonnement est plébiscité aujourd'hui par nos clients. Et vous nous rejoignez, Solène Joulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes client partner luxe pour Capgemini Engineering. Solène, on l'a entendu, l'enjeu climatique, l'enjeu écologique, les entreprises l'ont bien entendu. Oui, alors la plupart des grandes entreprises cosmétiques ont bien compris l'enjeu climatique et elles ont déjà pris des mesures et des engagements pour limiter l'impact environnemental de leurs produits. On entend parler d'éco-conception, d'économie circulaire, de gestion des ressources. Mais pour moi, ces entreprises, elles font vraiment face à une ambivalence qui a été soulignée par Antoine et par Guillaume précédemment. Elles ont vraiment une contradiction qui est la nature même de leur modèle économique qui les pousse à produire plus pour assurer une croissance et à vendre plus, et une ambivalence des consommateurs qui, eux, veulent aussi un engagement écologique des grandes entreprises, mais qui veulent aussi toujours consommer plus. Alors, la cosmétique peut être considérée, au regard des enjeux globaux, comme superficielle, en fait. Cependant, le secteur de la cosmétique est un secteur qui est important pour l'économie française. Ces entreprises, les grands noms des entreprises cosmétiques françaises font partie du patrimoine national. Il faut donc pouvoir aider ces entreprises à assurer leur croissance et leur durabilité, puisque c'est un vrai enjeu économique. Aujourd'hui, pourquoi les entreprises seraient poussées à devoir répondre à cette ambivalence qui à la fois répondent à des enjeux climatiques et répondent à des enjeux de croissance ? Parce que notamment, elles sont très très liées à des ressources naturelles. Dans le parfum, dans les cosmétiques, dans le skincare, dans le maquillage, la plupart de leurs matières premières sont basées sur des matières premières naturelles, et notamment dans le parfum. Alors c'est sûr que si on regarde les enjeux climatiques et notamment les projections de 2050 plus 4 degrés en France, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, les entreprises qui cultivent des roses pour leur parfum à Grasse en 2050, elles seront peut-être plus en mesure d'assurer cette ressource. Et donc comment elles doivent se projeter dès aujourd'hui pour prendre en compte ce futur enjeu pour leur durabilité. Voilà tout l'enjeu pour moi de ces entreprises cosmétiques. Solène, ça veut dire finalement que dans ce contexte, le consommateur a un rôle central ?
Oui, tout à fait. Les consommateurs sont ambivalents. Comme je l'ai exposé auparavant, les consommateurs veulent toujours plus. Ils veulent plus de produits écologiques, mais ils veulent plus de produits. Moi, je le vois au quotidien, dans ma vie familiale. Si vous regardez les tiroirs de ma salle de bain, vous verrez qu'il y a une vraie surconsommation de produits de beauté dans ma salle de bain. Et si je regarde même les nouvelles générations, la génération de nos enfants dont on pensait qu'ils allaient prendre le flambeau de l'économie durable et de prendre en compte tous les enjeux écologiques. Nos enfants sont ambivalents, c'est-à-dire qu'ils sont éduqués dans une notion de durabilité. Ils vont trier, ils vont me donner des leçons pour fermer le robinet d'eau. Et à côté de ça, ils veulent tout de suite, partout. Ils ont une consommation qui est extrêmement poussée, extrêmement exigeante. Et ils sont énormément poussés eux-mêmes par des messages via les réseaux sociaux notamment, à consommer. Je pense qu'en tant que parents, nous avons cette responsabilité d'éduquer cette génération à plus de sobriété, à revenir un peu à ce qu'on appelle le bon sens paysan, qui consiste à consommer moins, mais mieux. Les marques aussi doivent avoir conscience de leur pouvoir, de leur puissance et de la façon dont leurs outils marketing sont utilisés par cette génération pour consommer plus et de l'impact que ça a. Solène, vous parlez des enfants, vous parlez des votes, d'ailleurs même d'éducation. Alors on fait quoi? On rééduque aussi le consommateur? Alors tout à fait. Alors moi je pense quand même qu'il faut rééduquer le consommateur, mais en utilisant plus des messages positifs que des messages punitifs. C'est-à-dire que la contrainte de l'inflation actuelle nous amène logiquement à plus de sobriété, mais c'est une contrainte, c'est mal vécu. La sobriété doit être choisie et non subie pour qu'elle soit efficace. Il est tout à fait possible de rendre désirables les produits de beauté, comme le prouve 900 Care et la tendance des cosmétiques solides. Être plus sobre dans notre consommation n'enlève rien au plaisir de consommer. Et pour moi, c'est un idéal à construire. Les produits de qualité, par définition, doivent être durables. Tout doit être pris en compte, à la fois dans le sourcing et dans la fin de vie des produits via notamment des systèmes de recyclage ou de consignation. On peut aussi s'appuyer sur des nouvelles technologies à imaginer ou à penser. Aujourd'hui, vous avez des frigos qui vous permettent de gérer en fait vos produits en fonction de leur date de péremption. On peut tout à fait imaginer demain avoir une salle de bain connectée qui va identifier en fait quels sont les produits que vous devez consommer, dans quel ordre, et est-ce que vous avez besoin ou pas de vous acheter un nouveau mascara. Ce qui va vous permettre de vous guider dans vos choix de consommation. Donc la technologie peut être demain une aide à la sobriété, à plus de sobriété et toujours autant de plaisir. Merci beaucoup Solène Joulin. Je le rappelle, vous êtes Client Partner Luxe pour Capgemini Engineering. Vous restez avec nous. Solène évoquait la sobriété. Or, ce mot sobriété est rarement défini, finalement explicité, incarné dans du concret. On a bien compris que c'était moins, mais qu'est-ce que c'est finalement la sobriété? Est-ce qu'elle est compatible d'ailleurs avec la beauté, l'univers de la cosmétique? Guillaume Lascourège, directeur développement responsable de Clarins. C'est important de faire de la pédagogie sur ce concept, pas juste de la com? Oui, et c'est le consommateur qui décidera de faire moins. C'est finalement peut-être pas à l'entreprise de décider que ça sera moins. Nous, on va suivre finalement les habitudes de consommation de nos différents marchés, mais c'est le consommateur qui doit décider. Et c'est vrai que l'éclairage de ce qu'il va utiliser est essentiel. Je vais le prendre au travers d'un exemple d'un produit dans la maison. On a dans la gamme des autobronzants deux références différentes. Il y en a une qui est très concentrée dans un petit packaging. Vous la mélangez soit avec votre crème visage pour faire le visage, soit avec la crème corps pour l'appliquer sur le corps. Et vous avez deux autres versions qui sont en format tube, qui vont être donc consommer plus d'emballage, qui vont finalement être utilisés plus rapidement. Et entre ces deux produits-là, effectivement, dans un esprit de sobriété et de ressources, il faudrait prendre la version concentrée. Mais il y a la galénique, il y a la façon d'appliquer son produit. Il y en a un qui est en mousse, il y en a un qui est en gelée. Il y en a qui ne veulent pas mélanger leurs produits, la petite goutte qu'on mélange avec la crème visage ou la crème corps. Et donc, on va avoir des consommateurs, je ne suis pas prêt à faire ça ou je ne le fais pas encore. Et donc, mais il faut qu'on l'explique encore plus, peut-être, dire, si vous prenez ce produit-là, vous allez décupler votre effort environnemental. Donc, il y a ce message important à faire passer, mais c'est le consommateur qui choisit à la fin. Et je ne suis pas sûr qu'en enlevant la référence qui est sous format tube avec deux formules différentes, ça fera basculer le consommateur parce qu'il ira finalement chercher ailleurs cette même galénique. Mais il faut vraiment le dire, voilà, quand vous utilisez ce produit-là, c'est tel impact. Et vous pouvez faire autrement avec le même résultat. Donc Guillaume, pour vous, la position est celle-ci, c'est le consommateur qui décide. Est-ce que Antoine, vous validez cela ou vous avez une approche un peu différente? Nous, par nature, chez 900 Care, on a eu l'approche complètement différente, qui est de créer une entreprise. Aymeric et Thomas, les deux fondateurs, en 2019,
sur une approche différente de justement ne proposer que des produits qui sont le plus essentiels par nature. Donc avec un packaging qu'on réutilise à l'infini, avec des produits sans eau, donc qui font que 25 grammes versus 250 millilitres pour un gel douche classique. Donc c'est aussi beaucoup moins de CO2 émis en transport, etc. Donc on a un peu pris l'approche inverse, d'au contraire, essayer de pousser sur le marché uniquement des produits le plus responsables possible. Et pour vous, la sobriété, justement, c'est moins de tout ? Oui, je le disais, c'est moins d'emballage avec des emballages qu'on réutilise. C'est des formules plus courtes aussi avec moins d'ingrédients et un impact final fortement réduit par rapport aux solutions classiques. Et oui, on essaye de pousser ce curseur-là le plus loin possible jusqu'à l'expérience de livraison. Aujourd'hui, nos produits sont distribués uniquement en e-commerce et notre délai de livraison est beaucoup plus lent, on va dire, que ce qu'on peut entendre sur le marché avec une attente de la part des consommateurs de 24 à 48 heures. Nous, notre délai standard, il est à 5 jours. Donc, jusqu'au bout, dans l'expérience client, on essaye de pousser cet engagement responsable. 5 jours, Solène, pour vos enfants, c'est trop long. Beaucoup trop long. C'est ça. On parlait croissance, et Solène, vous en parliez, entreprise capitalistique, même familiale, et sobriété. Est-ce qu'il y a opposition entre les deux, selon vous, Guillaume ? Alors, on a la chance chez Clarins d'avoir effectivement un capital familial, donc même la famille investie dans le quotidien de l'entreprise, qui pense malgré tout long terme et qui se dit, qui est capable de voir aujourd'hui les coups de boutoir que vivent les entreprises, que vit la nature et dont on est extrêmement dépendant dans nos produits, de se dire il va falloir faire autrement. Donc il y a plusieurs shifts qui passent dans l'entreprise. La sobriété, elle va se vivre d'abord à l'intérieur de l'entreprise, de faire des choix différents dans la façon dont on va sourcer les ingrédients, dont on va transformer parfois aussi certains ingrédients, de les transporter. Je vous le disais au tout début, quand on paye une énergie plus chère, c'est de se dire voilà, comment on va amener un impact moindre, mais il faut aussi consommer moins d'énergie. Donc c'est des investissements, de changer des lignes de conditionnement, de rénover votre usine. Tout ça joue aussi profondément dans se dire comment je vais pouvoir faire aussi bien, mais avec moins. Côté 900 Care, votre vision est laquelle ? Parce que c'est vrai que vous dites, vous avez dit à l'instant, Antoine, moins d'emballage, moins de produits, moins de, mais le but c'est quand même plus de ventes, plus de consommateurs, plus d'abonnés. Bien sûr, surtout quand on est une marque comme nous, financée par du capital risque, il y a une forte pression sur la croissance. Donc il faut qu'on concilie au quotidien. Ça s'oppose justement, ces deux enjeux ? C'est pas évident quand même. Ça s'oppose, et ça s'oppose pas forcément, mais c'est beaucoup de réflexion et beaucoup de gymnastique pour arriver à concilier les deux au quotidien, et parfois des compromis. C'est la responsabilité. En tant qu'entreprise, c'est toujours une histoire de compromis à faire. C'est un enjeu de tous les jours chez nous. Qu'est-ce que ça pourrait devenir, ce modèle plus sobre et en même temps où il y a toujours du développement, de la croissance, puisqu'on essaie d'écouter le futur ici, en 2030, 2040 ou même 2050 ? Où est-ce qu'on pourrait atterrir, selon vous, Guillaume Lascourège ? Alors, on a des tests, par exemple, sur la consigne aujourd'hui, qui, autant vous dire, dans notre secteur, est décoiffant. Et donc là, on est en train de faire un test avec Citeo, la fabrique du circulaire, sur lequel on se dit, est-ce qu'on va pouvoir faire différemment ? Alors, il y a déjà tout l'enjeu technique de se dire comment on est capable de recharger des formules qui sont fragiles. Quand on est sur des produits de soins, c'est un petit peu moins simple à assurer la sécurité du consommateur. Et de se dire, est-ce qu'il aura bien nettoyé son contenant ? Donc, est-ce qu'on va faire une boucle fermée et de récupérer son emballage, de le nettoyer, etc. Mais ça peut faire plus d'impact. Donc on teste effectivement des façons différentes de faire, et puis peut-être même demain de se dire est-ce qu'on aurait un emballage commun ? On se pose ces questions-là. Alors après, autant vous dire que nos mais la consigne, c'est quand même intéressant. C'est intéressant, mais en fait, quand on regarde ensuite dans le dur, ça fait partie aussi des... ça ne peut fonctionner que si vous êtes dans un rayon de 200 km à peu près. Ça voudrait dire qu'il faudrait démultiplier les points de nettoyage, de remplissage. Nous, aujourd'hui, on a 2 usines, et puis on vend partout dans le monde. On ne va pas dupliquer les usines dans le monde pour aller conditionner des produits et faire de la consigne. Ça serait une aberration aussi dans les consommations de ressources. Donc il y a un juste milieu à trouver sur des nouvelles potentialités d'amener des produits différemment aux consommateurs. Beaucoup dans l'exploration, je trouve. Quelles explorations alors pour le futur de votre côté, la 900 Care, justement, quand on parle de ce moins, mais malgré tout, grandir ? Guillaume évoquait le réemploi des contenants. Encore une fois, chez 900 Care, on propose une solution alternative qui, par essence, pousse au réemploi du contenant au client, puisqu'on va lui envoyer
des recharges de poudre dans un emballage en carton qu'il est obligé de rediluer chez lui dans une bouteille qu'il possède déjà. Donc c'est deux propositions différentes sur le marché. Et nous, tout notre enjeu, c'est de pousser le nôtre le plus possible et faire en sorte que ça devienne la nouvelle norme demain. Envie de comprendre comment la tech façonne le futur ? Intelligence artificielle, cybersécurité, cloud, transition écologique. Nos experts, clients et partenaires vous donnent les clés pour libérer la valeur de la technologie. Objectif Tech, le podcast de Capgemini. Abonnez-vous. Et Paul Morin nous a rejoint. Vous êtes Design Lead Senior chez Frog, équipe Sustainable Innovation. Bonjour Paul. Bonjour. Paul, est-ce que les enjeux environnementaux stimulent, vous, votre travail de designer au quotidien ou peut-être demain ? Tout à fait, ouais. En tant que designer, c'est vrai que la démarche d'éco-conception ou en général la prise en compte des enjeux écologiques dans la conception, c'est quelque chose que je trouve passionnant parce que ça met des contraintes créatives qui sont assez inédites et qui amènent, j'ai l'impression, à chaque fois sur des innovations inattendues, pleines de sens et des idées qu'on n'aurait pas pu avoir sans s'attaquer assez radicalement à ces sujets-là. Et peut-être au niveau de la cosmétique, est-ce que c'est un secteur qui vous parle particulièrement ou du moins qui vous invite à penser d'une certaine façon parce que c'est ce secteur, ce sont ces filières ? Sur le secteur de la cosmétique, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur du consommable, entre guillemets, comme vous le disiez, c'est pas des produits qui durent dans le temps. Donc ça amène toute une série de stratégies pour réduire le packaging. Après, c'est des enjeux qui concernent tous les secteurs. Dans le luxe, par exemple, j'ai fait des projets dans ce secteur-là récemment. Et la question de la réduction des impacts et de la préciosité des produits qu'on va distribuer, elle est assez intéressante parce que comment faire des choses précieuses mais qui soient peu impactantes même. Mais j'allais justement vous poser la question, Paul. Est-ce que la préciosité d'un produit est une solution pour réduire les impacts environnementaux ? Il y a une équation ? La préciosité, c'est un sujet culturel, en fait. On voit souvent ça par rapport aux matériaux, mais c'est quelque chose qui est construit socialement. Et du coup, la démarche de design dans ce contexte-là, elle est intéressante. Je peux prendre un exemple de projet récent, un projet d'écrin pour une marque de luxe, où on avait développé 2 pistes de travail très différentes, qui étaient liées à 2 stratégies pour réduire les impacts, et donc aussi 2 façons de concevoir la préciosité de l'écrin. La première, c'était une piste qui misait tout sur la durabilité. Donc l'idée, c'était d'avoir un packaging qui devient un objet durable à utiliser chez soi, qui prend une seconde vie. Donc là, c'est un travail sur des matériaux qui paraissent précieux, qualitatifs, mais qui ont quand même un impact notamment moindre par rapport à ce qui existait avant. Donc là, c'est vraiment le rapport émotionnel à l'objet dans le temps qui va faire la durabilité et la préciosité. Tandis que la seconde piste était complètement à l'inverse. On se disait, le but, c'est pas de faire un objet, c'est juste de créer un moment, un instant d'ouverture, de cadeau, du bijou. Et donc, dans ce cas-là, on peut aller réduire encore plus les ressources utilisées pour créer l'objet et avoir un objet quasiment qui va disparaître à l'instant où il est ouvert, qui peut être dans des matériaux très, très économes. Et donc, c'est une autre façon de créer de la préciosité, mais plutôt par l'expérience et pas par l'objet en lui-même. Ah oui, là, quand on ouvre un paquet et que l'objet disparaît au moment où on l'ouvre, il faut vraiment qu'il y ait une émotion parce que sinon, ça peut être aussi une frustration. Est-ce que dans le futur, il pourrait y avoir des changements de mode de vie carrément liés au design, Paul ? C'est l'espoir de tout designer, mais non, c'est vrai que de repenser, de faire de la conception avec les enjeux écologiques, ça amène à repenser potentiellement tous les objets qui nous entourent, parce que tous les objets, on peut considérer qu'ils ont tous trop d'impact aujourd'hui, donc on peut tous les réimaginer. Et si on conduit ces réflexions-là, on peut imaginer sur le long terme d'encourager des modes de vie plus sobres, plus responsables, qui vont réduire l'usage des ressources. Et donc le rôle du designer, c'est aussi ça, de comprendre les enjeux culturels et les enjeux d'usage pour essayer de rendre possible, désirables, des modes de vie qui soient plus économes, mais quand même épanouissants. Paul Morin, vous êtes Design Lead Senior chez Frog, équipe Sustainable Innovation. Merci, vous restez avec nous. Qu'est-ce qu'un bon produit en 2024 et qu'est-ce que ce sera en 2030 ? C'est vraiment la question que j'ai décidé là de vous poser à ce stade. On commence avec vous, Guillaume Lascourège, vous êtes directeur développement responsable de Clarins. Alors le bon produit, c'est toujours celui qui sera le plus efficace. On a tous une promesse qu'on doit tenir auprès du consommateur. Il faut effectivement que ça
ça rende ce qui a été écrit dans sa communication sur son emballage. Mais derrière, effectivement, il va falloir se dire comment on a enrichi de tous les autres aspects d'impact, de dire il est toujours aussi bon, mais avec moins. Donc ça, c'est 2024 et 2030, efficacité. Et 2030, il va vraiment falloir réduire l'impact. C'est ça l'idée ? Il faudra réduire l'impact, et souvent sur des parties même qui sont peut-être invisibles pour le consommateur, très souvent. C'est-à-dire, donc ça va être difficile de lui amener de façon simple, mais si on prend la question de l'usage de l'eau, on parle souvent d'eau virtuelle. En fait, c'est tout ce que le consommateur ne voit pas, qui a permis de faire pousser les plantes, ou de créer les emballages, ou de créer la formule. On sait qu'on va avoir des usages qui vont peut-être rentrer en conflit avec d'autres activités. Clarins commence à beaucoup verticaliser son approvisionnement, donc on est aussi devenu agriculteur, et donc sur ce volet-là, par exemple, dans un de nos domaines, on travaille le sujet de l'hydrologie régénérative, et donc on va utiliser la nature en mode agroforesterie pour amener l'humidité sur nos champs plutôt que de faire de l'irrigation. Là, on est en train de faire des investissements importants sur nos 2 usines pour recycler l'eau industrielle, et de se dire qu'on est au moins déjà les 2/3 de l'eau utilisée qui sera complètement recyclée et réutilisée dans le process industriel. Donc tous ces éléments-là sont essentiels pour se dire ces ressources-là sont de plus en plus complexes à avoir. En fait, sur le sujet de l'eau, c'est pas qu'il y en a moins, mais c'est qu'elle est moins bien répartie, pas au moment où on en a besoin, etc. Et il va falloir justement se dire comment je l'utilise au mieux et comment je suis capable de l'utiliser jusqu'au bout. Et pas se dire j'ouvre le robinet, elle est disponible et je ne me pose pas de questions. 2024, 2030, pour vous, Antoine Rigaud, directeur des opérations de 900 Caire. Non, je rejoins Guillaume que le premier enjeu, c'est avant tout l'efficacité du produit et surtout un produit qui remplit la promesse qu'on fait au client et l'adéquation entre la communication et le marketing qu'on peut faire et ce que constate le client lors de son utilisation. Après, l'enjeu en tant que marque autour de ça sur l'impact, il est lié au rythme et à la magnitude des changements qu'on apporte. Est-ce que d'ici 2030, on va évoluer successivement par amélioration incrémentale et réduire de 10 à 20% l'impact de nos produits, ou est-ce qu'on va radicalement transformer la proposition de valeur qu'on fait au client ? Et de cela découlera tous les sujets environnementaux qu'on peut apporter au marché. L'innovation, bien sûr, la technologie, j'imagine, elle est un levier majeur. On parlait tout à l'heure de sobriété, mais il y a aussi besoin, évidemment, de cette innovation technologique. Antoine Rigaud, justement, pour 900 Caire, vous avez mis sur le marché une poudre compressée. De quoi s'agit-il ? Oui, complètement. On peut presque parler d'innovation, mais low-tech pour nos produits, parce que la quasi-totalité de nos produits se présente sous forme de poudre comprimés. Donc, par exemple, notre gel douche, ce sont des bâtonnets de poudre que le client redissout chez lui pour venir fabriquer un vrai gel douche. Donc, l'ambition, c'était justement, on en a parlé tout à l'heure, de ne pas du tout changer l'habitude de consommation de nos clients, d'avoir vraiment la vraie galénique gel douche dont il a l'habitude avec les produits de grande consommation. Mais néanmoins de réduire le plus possible le plastique à usage unique, de réduire le transport de l'eau et au final d'avoir un impact bien moindre par rapport aux produits dont il a l'habitude. Donc là, ce sont des bâtonnets de gel douche qu'on reçoit, c'est ça ? On peut imaginer en 2030 que ça aille encore beaucoup plus loin, non ? Sur plein d'aspects. Complètement. Nous, notre enjeu, c'est d'abord d'étendre notre gamme. Aujourd'hui, on a une gamme de produits qui est finalement assez restreinte. On a 9 produits. On veut demain pouvoir proposer l'ensemble des produits essentiels de la salle de bain et des produits d'entretien également. Chez Clarins, Guillaume Lascourège, l'innovation est présente aussi et est très importante. Notamment là, aujourd'hui, vous avez des exemples à nous donner ? Sur les ingrédients, par exemple, c'est vrai que la technologie va nous permettre de faire les choses différemment. On a différentes familles d'ingrédients qui sont utilisés dans notre secteur. Parfois, ça peut être notamment intéressant pour dépassionner certains sujets. Tout le monde connaît l'acide hyaluronique. C'est une super molécule qui permet de très bien hydrater la peau. On nous dit souvent ça, c'est vrai. Tout à fait. Sauf qu'il y a quelques décennies, on l'obtenait au travers de la crête des coques. Donc on écrêtait les coques et on récupérait l'acide hyaluronique. Aujourd'hui, c'est de la biotech, c'est de la culture cellulaire. Et on a toujours cette super molécule qui nous permet d'apporter le pouvoir hydratant du produit. On a même aussi des techniques d'extraction qui ont beaucoup évolué. On fait partie d'une industrie
industrie qui a beaucoup utilisé les solvants pour extraire notamment des éléments parfumés, etc. Et maintenant, on a beaucoup de techniques très différenciées qui permettent de limiter l'impact, parfois en plus de récupérer des molécules encore mieux raffinées. On a par exemple le CO2, alors qui est notre ennemi dans la bataille climatique, mais par contre, quand vous le mettez sous forme liquide, ça s'appelle le CO2 sous sa forme supercritique, vous faites traverser ce liquide dans les ingrédients ou dans les plantes et vous récupérez votre actif sans impact. Alors, on a aussi des micro-ondes qui peuvent être utilisés, donc vraiment le secteur de la beauté est sur un champ des possibles vraiment renouvelé qui est capable finalement de pousser encore l'innovation pour avoir encore une qualité supérieure et à moindre impact surtout. Ça, c'est sur la partie fabrication, c'est-à-dire la partie back-office qu'on ne voit pas. Mais est-ce que demain ou après-demain, on pourrait avoir, là voilà, on parlait de 900 Care, des bâtons de gel douche, c'est quand même c'est assez original, disons, ça me faisait penser un peu à la nourriture lyophilisée, ce genre de truc finalement. Est-ce que vous envisagez ça, vous aussi, à l'avenir, des innovations vraiment au niveau du consommateur? Alors, on a peu de produits rincés, et c'est vrai qu'après, quand on est sur les formules qui sont les crèmes de soins, l'art de la formulation, c'est l'émulsion. C'est comment vous arrivez à faire mélanger des principes actifs avec soit une phase eau ou soit une phase grasse. Et arriver à la maison à avoir la galénique qu'on arrive aujourd'hui à obtenir dans nos usines, c'est compliqué de se dire qu'on ne sait pas encore le faire. Peut-être qu'on y arrivera un jour. Après, quand on veut amener le meilleur des mondes, on a par exemple un produit iconique dans la maison qui a 2 formules avec une phase lipidique et hydrique. Avec un produit, vous avez le meilleur des mondes de ces différents actifs qui normalement ne peuvent pas certains se mélanger dans l'eau ou dans l'huile. En prenant ce produit-là, vous avez un produit fabuleux qui vous permet d'hydrater parfaitement vos produits. En plus, il a plusieurs décennies au compteur. On en a la 9e génération qui permet justement d'apporter ce meilleur des mondes. La réglementation vous aide, elle vous fait avancer, c'est pas qu'une contrainte. La réglementation est forcément une contrainte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se dire qu'on a tous la même règle du jeu. Donc, si on nous donne un terrain sur lequel on va jouer et qu'on connaît les règles, je pense que c'est intéressant entre industriels de se dire moi, voilà ma réponse et je connais les règles. Quand elles changent un peu trop ou quand elles sont différenciées, même notre schéma européen aujourd'hui, il est assez chaotique. On prend par exemple le sujet des consignes de tri. Effectivement, on veut aider le consommateur, lui apporter la bonne information, mais chacun a sa formule. La France ne veut pas digitaliser, l'Italie le veut, l'Angleterre pourrait le faire, l'Europe dit on y arrivera peut-être en 2030. En fait, cette instabilité pour des industriels, elle est problématique, alors qu'on pourrait apporter des solutions. On connaît bien nos produits, on pourrait accompagner beaucoup mieux les choses, mais on a le législateur qui parfois, effectivement, se perd dans du micro-détail ou dans la meilleure efficacité possible. Voilà. Antoine, vous partagez ça, c'est pas toujours évident, la réglementation parfois Oui, je partage ça, d'autant plus qu'il y a toujours 2 aspects avec la réglementation. Il y a l'industriel qui se soumet à la réglementation, mais il y a aussi l'industriel qui pousse des innovations, qui derrière fait réagir la réglementation. Et nous, parfois, nos produits sont tellement différenciants de ce que le régulateur a l'habitude de voir sur le marché, qu'on est souvent sur des zones d'ombre où on doit pas jouer avec la réglementation, mais vraiment bien comprendre l'esprit de la réglementation pour pouvoir adapter aussi ce qu'on fait aux normes. D'autant plus que nous, avec notre modèle direct to consumer, où on a beaucoup de feedback client, beaucoup plus que si on passait via la grande distribution, on arrive à détecter en fait les attentes des consommateurs aussi qui vont in fine faire évoluer la régulation. Mais souvent, nous, on arrive à les détecter et à s'adapter avant que finalement ça devienne la réglementation. Il y a une question que je me pose en vous entendant parler tous les deux. Je me souviens, un grand responsable industriel m'avait dit « Tu sais, le marché français souvent est avant-gardiste à l'échelle mondiale. Il envoie des signaux et souvent, on nous dit qu'on est des Gaulois, mais on est aussi des avant-gardistes, notamment en matière de consommation. Est-ce que vous détectez des signaux faibles qui commencent à arriver ? Vous dites « Tiens, là, il se passe quelque chose et peut-être que dans les 10-15 ans, ça va s'imposer, il faut se préparer. » Alors je pense même que l'industrie de la beauté française est leader dans le monde. On est quand même le 2e apporteur à la balance commerciale française. Donc en fait, on est un secteur systémique et important pour la France, mais en fait, on pèse lourd aussi sur le marché mondial. Et en fait, on crée les tendances. Voilà. On a des champions français partout dans le monde qui permettent justement d'amener les tendances. Donc en fait, si on est inventif,
on créera les ruptures qui arriveront sur les marchés un peu partout dans le monde. Alors après, il faudra effectivement parfois renverser certaines règles qui ne sont pas prêtes, mais je pense qu'effectivement, on va amener des changements importants parce qu'on a la chance d'être leader aussi, d'avoir beaucoup de leaders sur ce secteur-là. Et sur la cosmétique, justement, et les filières concernées, il y a des enjeux d'évolution, justement, à court ou moyen terme, Antoine Rigaud ? Oui, nous en particulier, vu la typologie des produits qu'on fabrique, c'est un vrai enjeu d'aller sourcer de la matière première sous forme de poudre, là où aujourd'hui le reste du marché est sous forme liquide. On essaye de pousser nos fournisseurs de matières premières à faire des évolutions de notre sens, mais c'est encore compliqué. Et pour eux, c'est toujours un marché, on représente toujours un marché de niche par rapport à leurs clients historiques dont Clarins peut faire partie en particulier. Donc on a à la fois cet enjeu sur la partie matière première, mais sur l'aspect industriel, c'est un véritable enjeu aujourd'hui aussi. Nos volumes ont considérablement augmenté sur 3 ans et on est sur des process industriels qui n'existent pas sur le marché. La compression de poudre en cosmétique, on passe beaucoup de temps avec nos sous-traitants à améliorer ces process qui ne connaissent pas aujourd'hui. On essaie d'accompagner le plus possible toute la filière pour qu'on puisse continuer, nous, notre développement commercial. Guillaume Lascourège, dernière question. Je le rappelle, vous êtes directeur développement responsable de Clarins. On pèse dans le monde, c'est ce que vous venez de dire. Est-ce que ça peut nuire à l'image du luxe à la française, cette empreinte durable qu'on est aussi en train de porter et d'assumer ? Je pense pas, parce que j'ai l'impression qu'on porte ce qui va être essentiel pour le futur de l'humanité, c'est de se dire comment on continue à vivre sur ce petit vaisseau planétaire qui a pas dans l'espace, qui a pas beaucoup de ressources, en tout cas qui a des ressources finies, et qu'il faut qu'on continue à vivre dessus. Donc si on amène une façon de pouvoir continuer à consommer les produits en se disant avec un peu moins de culpabilité, parce qu'on a aussi ce côté-là du citoyen qui dit comment je vais combattre mon écoflemme et consommer durablement, je pense pas que ça nous portera préjudice. Alors certains acteurs peut-être ailleurs dans le monde feront fi encore pendant quelques années de faire mieux, mais il faudra justement communiquer pour leur demander, regardez, entre A et B, A est beaucoup mieux pour tout un tas de raisons supplémentaires sur lesquelles vous devriez être sensible. Et Antoine Rigaud, je suis sûr aussi Solène et Paul ont bien aimé Écoflemme. On peut retenir ça en fin de discussion. C'était extrêmement intéressant. Je vous remercie tous les deux. Antoine Rigaud, directeur des opérations de 900 Care, et Guillaume Lascourège, directeur développement responsable de Clarins. Merci à vous deux. Donc, c'est la fin de cette discussion passionnante autour des produits cosmétiques de demain, c'est le moins qu'on puisse dire. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner, laisser des étoiles sur vos plateformes de streaming préférées, à partager cet épisode aussi avec votre entourage. On n'a probablement pas répondu à toutes les questions que vous vous posez, vous, les internautes, mais on a pu, pendant 1 heure, débattre, définir ou encore rêver autour du futur.